Hop, il y a mon Spock dans mon dos. Grattez-moi le dos, monsieur Spock. Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek Enterprise. Merde, Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Je suis désolé, je suis pas bien, ça parlait Star Trek Discovery juste avant d'enregistrer, donc forcément, je me suis paumé complètement. Bonsoir, Thierry, comment vas-tu ? Ça va. Je suis un peu dans le, dans le rush, mais ça va. Tu Très as une grosse content d'être soirée. là ce soir. Salut, Sean, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ok, super cool. Je voudrais prendre le temps, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont jamais vu Thierry dans autre chose, de dire qu'il n'est pas vraiment Klingon. Oui. Ça, c'est une discussion. Alors, Thierry, quand tu es arrivé, tu n'avais pas ton grimage de Klingon. Tu On nous l'a as dit, pas reconnu. attendez, je vais le chercher. Et là, j'ai dit à Sean, mais tu te rends compte, il y a des gens, ils ne regardent que Trek Analyse, ils ne regardent pas les autres émissions de Star Trek pour les nuls sur YouTube. Et donc, ils n'ont jamais vu Thierry sans son masque. Donc, tu es un Klingon. Donc, oui. Ouais, tu sais que je fais plusieurs conventions par an, et il y a des gens en convention qui ont, du coup, ils me voient tout le temps avec le masque. Ils m'ont vu sans, parce que avant de partir, on dit au revoir, on arrive, on dit bonjour avant de se mettre en costume. Mais en fait, 90% du temps où ils me voient, je suis avec le masque. Et quand je l'ai pas, ça leur fait bizarre. Alors, moi, je passe le bonjour, mais je ne pense pas qu'elle nous écoute, à Loli, une podcasteuse que j'ai vue pendant 3 jours à Podcast, et qui, j'avais pas remarqué. Elle avait une perruque blonde, mais blonde platine, tu vois. Et pour moi, elle était blonde platine. C'était comme ça. Et voilà, donc on a même enregistré ensemble un podcast. Et donc elle était vraiment à 2 mètres de moi. Hein. Je l'ai vue, quoi. J'ai jamais fait gaffe que c'était une perruque. Et à la fin, sur le parking, hop, elle enlève. Et je la vois pas l'enlever. Et en fait, elle a les cheveux courts et noirs, un peu des reflets rouges. Je sais pas. Impossible de la reconnaître. J'étais là, mais c'est qui celle-là? La pauvre. Et donc voilà. Ouais, donc ouais, c'est. Et ils sont juste deux dans le parking. Mais là, Oui, il y avait qu'elle et moi où parce que personne fait de podcast. C'est qui toi? Non, mais à mon boulot, c'est des masques différents, mais c'était des masques Covid. Quand j'ai commencé mon nouveau travail, c'était durant l'époque de Covid. Tout le monde portait des masques. Ah, tu as découvert le menton Non, mais des gens. il y avait après, littéralement plein de représentants. Je les voyais toutes les semaines. Puis un jour, tu sais, quand personne n'avait le masque, t'es qui? Who the Eh fuck ben, je are suis you? le gars de telle compagnie. Ah ouais. Qu'est-ce que Ah vous bah, foutez écoute, dans mon magasin, connard? Ouais, sors de mon magasin. Va-t'en. On est sur la. Prends ton Je suis un ketchup. peu petit là. Casse-toi. Hop, on voit mon insigle. Hop, il y a mon Spock dans mon dos. Grattez-moi le dos, monsieur Spock. On se retrouve ce soir pour parler d'un épisode, l'épisode Countdown, qui est le numéro 23 de la saison 3. Countdown s'appelle comment en français, à votre avis? Compte à rebours. Ouais, ça aurait été la logique. Non, oui, on va pas traîner plus longtemps. En effet, exceptionnellement, la logique a parlé. L'épisode s'appelle Compte à rebours. Ouais. Du coup, où est la logique? Parce que c'est complètement illogique de faire sur l'avant-dernier épisode de la saison le bon titre. Mais bon, c'est comme ça. Diffusé pour la première fois le 19 mai 2004 et se déroulant le 13 février 2154. Une partie de l'épisode se déroule ce jour-là. C'est cité par Archer directement dans son Captain's Log. Réalisation, Robert Duncan McNeil. C'est qui, Sean? C'est Tom Paris. Ouais.
Même si tu l'as prononcé comme un Ben, connard. Est-ce qu'il est gentil? Et il a bonne réputation, ce mec, ou pas? Parce que on le voit souvent en convention. Il a l'air gentil, Il non? a l'air d'être sympathique. Puis de ce que j'ai vu, parce qu'en ce moment, il a un podcast avec, je me rappelle plus comment il s'appelait, l'acteur qui fait Harry Kim. Donc, ils font comme une espèce de podcast à deux où ils revoient les épisodes de... Gareth c'est Wang. Ils revisitent les épisodes de Voyageurs, ils en discutent ensemble, etc. Ils parlent de l'expérience sur le tournage. Ils ont l'air... les deux ont l'air sympathiques, puis ils ont l'air corrects. Tu sais, il y a du monde qui sont pas corrects. Eux, ils ont l'air corrects. Alors, j'ai une petite anecdote. Il s'est parce fait que du tabasser coup, par Robert Duncan j'ai- McNeil. à Destination Star Trek en 2016, j'y étais. J'y Et étais, donc, les gars. j'ai fait une photo avec Robert Duncan. J'ai fait une photo avec. Oui, bah, c'était pour les 50 ans. Oui, j'y étais. J'ai connu les 50 ans. C'était Bref, il y a longtemps, hein. il y avait. J'ai fait une photo avec Robert Duncan McNeil. Et Il j'étais dans la pue. file d'attente Bon, on arrête. pour le voir. Et pendant que j'attendais, et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se faisait prendre en photo, il y a Gareth Wang qui est arrivé par les coulisses et qui a sauté derrière pour faire un C'est photobomb. trop cool. 2 pour le prix d'un. Et puis ils ont rigolé 2 minutes et puis ils sont repartis. Je pense que Gareth Wang allait je sais pas où, mais c'était marrant parce qu'il y avait l'air d'y avoir une complicité entre les deux qui était toujours là quoi. Ah, Et, c'est comme la et du coup, photo quand de j'ai fait Jason Momoa qui arrive derrière Superman. Ouais, Henri. vous l'avez. Henri Calville. oui. Pas comme nous, par exemple. Et, Nous, quand et les du coup- caméras sont coupées, on se déteste, on se parle pas. Quoi. Et donc, quand je suis arrivé pour prendre la photo avec lui, on n'a pas trop le temps d'échanger beaucoup parce que c'est un peu industriel. Hein, il y a plein de gens dans l'attente, on prend une photo, on s'en va. Mais on a quand même le temps d'échanger un ou deux mots. Et du coup, je lui ai dit que le capitaine Proton était mon capitaine préféré de Star Trek. Oh, you're a liar. Et il était tout heureux. Il était tout heureux. Il était là, ça Ouais. c'est nice. Et tout. Avoue que tu as menti, Et voilà. Roland. On est 6 ans plus tard. Non, c'est vrai. Tu peux lui avouer, il avalera la pilule. Je suis un grand fan de céréales, donc du coup, le Capitaine Proton étant une référence à tous ces céréales, c'est vraiment mon capitaine préféré de Star Trek. À ce propos, vient la question du soir. Et oui, Je c'est sais le pas retour. Comment, Ça fait comment 3 elle épisodes. peut à propos. 3 épisodes qu'on n'avait pas eu de questions. Et aujourd'hui, elle revient. Qui est mon capitaine? Non, pas du tout. Je m'apprête à écrire pardon, le titre d'un épisode de la série originale. La question vient d'une capture d'écran de Star Trek Trivia volume 1. Quel numéro de question? Ils n'ont pas marqué le numéro de question d'un jeu vidéo. Il qui est sorti, je ne outsource sais ses pas quand, questions maintenant. Faut qu'il aille les qui chercher est ailleurs. disponible gratuitement sur abandonwarefrance.org, que vous pouvez voir. Donc, si vous voulez tricher et répondre avant moi à cette question, vous pouvez aller voir. Dans quel épisode le docteur McCoy découvre-t-il qu'il a une maladie incurable et mortelle? For the world is hollow and I have to touch the sky. Avec mon accent anglais de merde, mais je connais comment pas le ça nom s'écrit? français, donc. Tu veux que je l'écrive dans le. Parce que je peux écrire juste For the world world. is hollow and I have touched the sky. Je pense que ça va être un point pour toi. C'est pas une parce que chanson j'en de aurais- Queen, ça? For the world. Ouais, c'est ça. Tu as une idée? Non, j'en aurais aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Dis un truc à la Je vais dire un. C'est un drôle de nom pour un épisode, mais avec la Ouais, VF, mais je on vais sait dire jamais. un truc qui n'a aucun sens, un épisode où je pense qu'il est même pas dedans, mais tu sais, genre Arena. Tu te souviens de l'histoire de Arena? Mais oui, non. Est-ce qu'il est malade dedans? Est-ce qu'il est dedans? Est-ce Il a qu'il est peut-être dedans? comme- Oui, il est dedans. 2 minutes de screen time, genre? Ce soir, je bois une IPA Easy IPA Overdrive
Elle est pas très forte en alcool, vous inquiétez pas, je devrais tenir toute la soirée, mais Donc c'est de la fausse elle publicité. est très bonne. Ouais, il y a une nouvelle caviste dans le village hein, qui a repris l'ancienne cave et qui est super sympa. Et ça fait plusieurs fois, alors j'y vais parce que j'aime bien boire des bières sans alcool. Et là, cette fois, elle m'a dit, il y a un petit peu d'alcool dans celle-là. Bon, elle est à 5,5. Mais c'est une IPA qui pourrait te plaire. Et en effet, elle me plaît. Donc, Non, c'est parti. c'est horrible. Quelque chose à dire? Ah oui, j'ai oublié. Oh non, mais ça va pas du tout. On est à 10 minutes. Les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, ça va aller assez rapidement parce que l'épisode est plutôt bien noté. Nous avons du c'est une réussite et du vite, je passe au suivant. Parce que sur la CFST, donc la communauté francophone de Star Trek, l'épisode est noté 9,2 sur 10, ce qui en fait le deuxième épisode le plus apprécié de la saison, juste après Proving Ground qui était à 2,29. Donc c'est vraiment collé. Par contre, sur Ultime Frontier, 6,34 sur 10, donc une moyenne de 7,77, ce qui explique les points négatifs comme un bon épisode de Space Battle, certains passages me faisant passer vraiment fortement à Babylon 5. Je l'ai mis dans négatif parce que ça devrait être l'inverse, tu vois. Hein. Et force est de constater qu'il faut remettre la suspension de crédulité en marche. Et un ultime, parce que d'habitude j'en cite que 2, mais celui-là il m'a fait hurler de rire. Jolene Blalock est toujours aussi nul. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit dans le commentaire parce que j'ai lu, c'est un blog, c'est un mec qui a fait une véritable critique entière. Alors avec soulignant les points positifs, les points négatifs, machin. Mais la dernière phrase c'est au fait, Jolene Blalock est toujours aussi nul. Après 3 saisons. Le gars, il est hyper constructif. Et toi, là? Toi, t'es une merde. Il y avait... Non, mais en plus... Enfin, on peut en parler, tiens, de Jolene. Enfin, je trouve pas qu'elle soit nulle. Elle joue... Ma position bien, officielle sur Jolene Blalock dans cet épisode, c'est qu'elle est ni fantastique, ni mauvaise. Elle fait sa job, comme fou, dans cet épisode spécifiquement. Elle doit jouer une Vulcaine qui doit éprouver des sentiments qu'elle doit essayer de réfréner, mais qui la déborde. Enfin, c'est pas évident. Mais il y a des épisodes où elle joue très très bien, parce qu'il y a des épisodes où on lui demande beaucoup plus, mais là, effectivement, elle a son petit arc à elle dans cet épisode-là, mais c'est pas non plus le gros focus, là, tu sais. L'épisode s'ouvre donc sur un résumé de l'épisode précédent avec le rappel de ce qu'il s'est passé dans la sphère, donc la récupération éventuelle d'informations sur les créateurs des sphères, le choix de Degra de changer de camp et de rejoindre Archer, la trahison d'Exindi reptilien et le meurtre de Degra, ainsi que, pour finir, l'enlèvement de Hoshi. Et c'est parti, scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur Hoshi se réveillant dans une salle vide. Paf. Alors, Thierry nous a prévenu, il y a une photo par scène. 3 reptiliens entrent, ça tourne mal. Mais en fait, pas tant que ça, j'ai mis ça pour la blague. Un des reptiliens salue les capacités de traductrice d'Hoshi, donc déjà on est pris à contre-pied immédiatement, et lui demande de décrypter des données. On a donc la réponse à notre question lors de l'épisode précédent. Pourquoi Hoshi a-t-elle été enlevée ? Eh bien, on le sait dès la première minute. Et je suis ravi de la situation parce que c'est cool, quoi. Enfin, je trouve que... Bref. Oui. Un reptilien la saisit et l'installe sur une chaise. Elle va subir une opération chirurgicale. Générique. Belle entrée en matière. Ouais, qui va lui faire fondre le cerveau, je crois qu'il lui dit un truc comme ça. Enfin, à terme, quoi. Parce qu'il lui dit quelque chose, il dit je vais te le dire maintenant avant que ton cerveau soit grillé puis que tu comprennes plus rien, quoi. Oui. Non, et c'est plus tard, c'est dans la scène numéro 5. Ça. Je suis en train de... Putain, excuse-moi. Il y a un truc que j'ai relevé, c'est que... préparer l'intervention. Du coup, elle...
quand ils lui disent qu'il faut qu'elle décrypte un truc, elle lui dit je suis pas cryptographe ou un truc, je sais plus comment elle dit exactement, mais en gros c'est pas son boulot. Et en fait, ils lui disent que elle est linguiste, machin, elle devrait y arriver. Et en fait, ils auraient pu prendre un cryptographe de l'Enterprise, parce qu'ils le connaissent pas, ils savent pas qui c'est. Donc de toute façon, parmi les membres de l'Enterprise qu'ils ont identifiés, c'était elle la plus à même de le faire. Donc finalement, c'est pas illogique qu'ils la prennent elle. Est-ce que l'Enterprise a vraiment un cryptographe? C'est chaud. Enfin, c'est vachement Aucune idée. spécialisé, quoi. Comme ils sont une Ouais, trentaine, ouais. c'est Non, ça? mais moi je dirais que je dirais plutôt que c'est un officier Hmm. scientifique. Qui a Ouais, des qui a genre capacités. vite fait une spécialisation là-dessus, un petit peu vite fait, tu sais. Bonjour, je suis Puis le la fille, hacker là. du groupe. Je Ouais, ne c'est fais rien pendant Hackerman. la saison, sauf un épisode. Scène numéro 2. Voilà. La navette de l'Enterprise rejoint son vaisseau mère. Dans le hangar, c'est Trip Tucker et le Major Hayes qui l'ouvrent. En sortent T'Pol et Mayweather. Tucker les briefe sur les dernières minutes de l'épisode précédent et Reed annonce à Hayes la mort de Hawkins. Il y a un visuel, je suppose? Ouais. Ce qu'on va faire, Thierry, vu que tu sais, dis-le moi. Non, mais à chaque fois que tu fais une scène, tu passes. La première, il y en avait deux. Donc, tu passes au suivant. Oui, parce que j'ai fait en fait le devant derrière. le recto et le verso. Non, mais le champ contre champ. Et 3 Klingons. 3 Xindi, pardon. D'où ça tourne mal sur le coup. Mais bon, en fait, je pensais que sur ce podcast, on refusait les codes du cinéma. Tu as voulu nous souligner la présence de Scott McDonald au générique de Star Trek? C'est qui d'abord? Non, c'était juste que ça tombait bien. T'Pol qui sort de la navette et puis qui donne le truc qui a été récupéré dans la mission à l'épisode précédent. Voilà. C'est un acteur qui joue un des Xindi. J'arrive pas à voir si c'est Dolim ou pas. Il a joué dans Charm et dans Jag. C'est Dolim. Et dans Urgence. C'est Dolim. Et dans X-Files. Il a aussi joué à 8 épisodes. Tusk dans Deep Space Nine. Je connais pas. C'est l'espèce qui sert à être chassé. Qui était super cool. Ok. Ouais. Ah, c'est marrant. Il a comme aussi quoi, il a un jeu d'acteur très différent. Un Romulin dans TNG. Un officier sûrement qui meurt vu qu'il est dans le premier épisode de Voyager. Donc j'assume que c'est un gars qui meurt. On me dit dans l'oreillette qu'on dit Romulané. Ah. Non. Un Romuliste. Scène numéro 3. Sur la planète des Xindi, Archer déboule dans le bureau des conseillers arboricoles et primates. Les Xindi ne parviennent pas à localiser les reptiliens. Ce qui est paradoxalement une bonne nouvelle. C'est qu'ils ne se dirigent probablement pas vers la Terre, car il faut droit... Non, ça ne va pas du tout ce que je viens de dire. Excusez-moi. Les Xindi ne parviennent pas à localiser les reptiliens. Virgule. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se dirigent probablement pas vers la Terre, car il faut 3 codes pour activer l'arme, or ils n'en ont que 2. Archer réalise alors pourquoi ils ont enlevé Hoshi. Eh ben non, la capture d'écran ne correspond pas. Quelque chose à dire, hein? C'est cool parce que Archer tilte directement, quoi. Il comprend immédiatement, il dit c'est pour ça qu'ils ont Hoshi. Vous trouvez ça, vous trouvez ça, oui, pas de ça normal qu'ils ont besoin de genre le délire de 3 codes sur 5? Vous trouvez ça normal? Bah ouais, on en avait parlé dans le précédent, non? Oui, c'est le conseil Xindi qui a fait ça pour s'assurer qu'il y ait l'unanimité avant de... T'es pas d'accord chez l'arme, ouais. Qu'est-ce que t'es pas d'accord? T'es pas d'accord dans le sens où il en faudrait qu'un seul ou il les faudrait tous? Ouais, c'est plus dans le sens où il les faudrait tous, mais c'est vrai que peut-être que au moins là c'est comme une majorité, tu sais, donc ouais, ça a du sens. Il y a pas un truc, c'est que dans les films qu'il faut plusieurs personnes. Non, mais ils ont Attends. Il leur faut 5 codes. Ils ont leur code à eux.
Ils ont le Non, code il leur faut, des non, il leur faut 4, 3 pardon. codes. Oui, il leur faut 3 codes là maintenant, mais en tout, pour lancer l'arme, il faut le code des reptiliens, le code des insectoïdes, le code des aquatiques, le code des primates et le code des Moi, arboricoles. j'avais pas compris ça du Il tout. faut 5 Non, codes J'avais en pas tout. compris ça du tout. Donc, ils ont leur code à eux et le code des insectoïdes, puisqu'ils s'étaient plus ou moins alliés. Et donc, il leur manque Non. les C'est 3 ça autres qu'ils codes. disent. Non, ils ont Non, besoin de il leur 3 manque. codes pour lancer le truc. Et d'ailleurs, c'est dans cette scène que Janard explique bien que les arboricoles et les primates ne donneront jamais leur code. Il faut que 3 des 5 races soient OK pour lancer l'arme. Ça, il avait expliqué dans le précédent. Je suis sûr à 100%. Vas-y, Google. Non, mais là, Non, je vais pas googler, je vais Sûr, te là, sûr. dans le faire fond, confiance. là, dans le Mais, fond, ils disent, Alors, effectivement, ils disent que les primates puis les arboricoles ne donneront jamais leur code. Et donc, par défaut, ils disent que ben, ça devrait être plus simple de récupérer genre le code des aquatiques. Donc, ils commencent à hack avec l'aide de Hoshi pour essayer de trouver le code des aquatiques, quoi. Je sais pas pourquoi la conclusion, c'est que c'est plus facile de chercher le code des aquatiques. Tu pourrais chercher n'importe quel des 3 qui manquent. Surtout que vu que les aquatiques ont l'air d'être plus avancés technologiquement, je sais pas pourquoi tu chercherais les leurs. C'est stupide. Mais, mais dites-le non, nous il dans leur les en faut que commentaires si 3 on a sur raison 5. ou si on a tort. Mais moi, j'ai compris ça direct. Il faut que Moi 3 aussi, c'était espèces soient c'était OK. juste ça que je voulais souligner. Je trouve ça, tu sais, c'est pas. Ben, voilà, il faudrait peut-être les 5. Il me semblait Ou qu'on en avait rien. déjà parlé. Ou c'est juste lance le machin, puis. Mais ça, moi, ça me paraît plus logique s'il faut les 5 en fait. Et ils ont besoin d'hacker 3 codes, quoi. Mais bon, après. Bon. Je cherche un petit peu quand même sur Google. Je continue la présentation. Blablabla. Ok. Scène numéro 4. Dans l'Enterprise, T'Pol et Tucker, là on a le visuel, tentent d'analyser l'ordinateur récupéré dans la sphère. Alors que Tucker ose éprouver de la crainte à propos du sort d'Hoshi, T'Pol, passablement excédé, l'invite à se concentrer sur son travail. Archer déboule. T'Pol explique que 4 des sphères permettent de lier toutes les autres entre elles. Archer demande si le fait d'en endommager une pourrait neutraliser le réseau, mais il est trop tôt pour le savoir. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bon ben voilà, on voit ce qu'on disait tout à l'heure, T'Pol qui est travaillé intérieurement et ça se voit extérieurement. Il n'y avait pas une blague là-dessus manger du bifidus actif, ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Scène numéro 5. Du côté des reptiliens, Dolim menace Hoshi de lui injecter un parasite qui lui reconfigurera son néocortex. Mais l'opération va lui bousiller le cerveau. Ce à quoi elle répond d'un molar en plein dans sa gueule. Puis, un reptilien lui injecte le sérum dans la tempe. En réalité, c'était pas dans la tempe, mais sur le coup, je pensais que c'était la tempe. C'est un peu sur le front, un petit peu devant. Ce qui lui fait une belle cicatrice bien moche. Belle scène, Thierry, toi t'as dû kiffer la scène d'horreur. Oui. Du coup, j'ai retrouvé, effectivement, il leur faut 3 des 5 codes. J'avais pas compris ça comme ça, parce qu'on peut l'interpréter différemment, la phrase, mais en la relisant dans le script bien, de l'épisode, c'est vraiment, il leur faut 3 des 5 codes. ça reste que Thierry a raison. Par contre, c'est plus stupide de demander 3 codes plutôt que les 5. Genre, ça paraît plus logique de ou demander les 5 codes ou aucun code. Juste. Non, je sais pas pourquoi. Tu veux dire la majorité, peut-être que la majorité. Après, ça a du sens, là, mais. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Par contre, j'ai pas trouvé de ref au fait que ce soit le code spécifiquement des aquatiques qui cherchent à pirater. Ils cherchent à pirater un 3e code. C'est tout. Par contre, la discussion sur les aquatiques, c'est qu'ils ne savent pas dans quel camp ils sont à ce moment-là de la discussion, parce qu'ils sont lents à délibérer, ils sont un peu imprévisibles. Et donc, par contre, ils pourraient ne pas avoir besoin de pirater le code si les aquatiques décident de leur donner. Par contre, chouette chose, j'ai oublié de le souligner dans la toute première scène. Alors, c'est Dolim ou pas l'insecte, le reptilien oui. Oui, c'est Dolim.
Dolim dit à Oshi, je suis Xindi et même moi je ne comprends pas très bien l'aquatique alors que vous le maîtrisez, machin truc. Et en saluant ces trucs. Bref, voilà, c'était juste le fait que tu parlais d'aquatique, ça m'a fait repenser à ça. Pour continuer de saluer les qualités de travail d'Oshi. Bon. Non, rien sur la scène de torture. Ça va vite, hein, même dans le truc, là, ça déroule, ça dévile. Moi, je m'attendais à ce qu'il lui injecte genre juste un coup vite fait puis que ce soit terminé. Et du coup, ils font bien durer le truc. On la voit vraiment parce qu'il est souffrir, quoi. épais, le gel. D'ailleurs, le Ouais. fonctionnement de ce sérum, C'est pas un il hypospray. contient des mini-insectes, là, ou je sais pas quoi, des bactéries qui Ouais. vont ronger le cerveau petit à petit. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a dans La colère de Khan, en plus petit. mais il y a quelque chose comme ça. En gros, c'est pour rendre... c'est un sérum de vérité, quoi, pour rendre la personne extrêmement docile. Scène numéro 6. Dans la salle de fond de Passerelle, le primate et Jamar expliquent à Reed et Archer avoir trouvé où sont les reptiliens. Mais selon eux, il ne serait pas prudent de rattraper les reptiliens et les insectoïdes qui sont bien mieux armés et plus belliqueux que les autres. Archer demande alors une audience auprès des aquatiques pour les convaincre de se joindre à la bataille. Voilà. C'est une scène qui reviendra assez régulièrement. Ce fond de pont, pendant tout l'épisode, on y retourne pour prendre la marche à suivre. On n'a pas la réunion... On a la réunion 2-3 fois dans l'Ops, mais pour d'autres choses. Mais plan de bataille et action directe, c'est fond de pont. C'est assez cool. Scène numéro 7. À bord du vaisseau Xindi, les conseillers essayent de convaincre les aquatiques de recevoir Archer. Il accepte, mais le ton monte et le conseiller primate annonce qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Coupure pub. Scène numéro 8. Vous me coupez s'il y a des... Pardon, on voit le... T'as pris un vaisseau spatial, tu l'aimes bien? C'est celui de Degra, Oui, non? il passait là, il était cool. Voilà. Oui, c'est le vaisseau de Degra, oui. Ouais, qu'ils prennent parce qu'il est plus rapide que l'Enterprise, je crois. Ça, c'est plus tard. Un truc comme ça. Décidément. Non, mais du coup, c'est logique quand Je me même. mélange. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on comprend pourquoi il l'utilise plein de fois dans l'épisode. Et qui rejoint le vaisseau aquatique, qui est une baleine de l'espace. Je trouve très beau ce vaisseau. Il a des courbes aérodynamiques. J'aime le fait qu'il soit plein d'eau aussi. Je trouve ça juste drôle. C'est un... Hydrodynamique. Oui. Vide dynamique. C'est un aquarium, quoi, dans le fond. Ouais. Ce qui doit être super galère à mettre en orbite, un truc pareil. Ça doit Tu demander le une construis énergie folle. en orbite, j'imagine. Ah ouais, mais comment tu montes l'eau? Ouais. Par petits bouts. Je sais pas. Non, mais ça doit être chaud. Tu le montes en gaz, quoi. Tu le montes en forme de nuage. Ou tu vas capturer des... Mais bon, il faut déjà avoir un vaisseau plein d'eau en orbite pour pouvoir tu demandes naviguer gentiment dedans. aux autres Xindi. Mais tu vas capturer des astéroïdes de glace, et puis il y en a partout plein dans l'univers. Ouais, mais si t'es vraiment méchant, tu peux attirer des gens, puis après leur extraire leur humidité, quoi. Et du coup, ils baignent dans l'eau extraite de cadavres. Waouh. Écoute, tu veux des... Moi j'ai des réponses. T'sais. Mais d'un côté, tu vois... Ça veut pas dire qu'elles vont nous plaire, mais il a les réponses. Ça justifie quand même potentiellement la supériorité technologique des aquatiques. Le fait qu'ils ont dû se démerder, se dire attends, ok, on est capable d'inventer des moteurs qui potentiellement pourraient aller plus vite que la lumière. Maintenant, il va falloir aller dans l'espace. Alors comment on va faire? Parce qu'en plus, ils n'ont pas de mains, tu sais. Fait qu'ils arrivent à construire ça. Si, ils ont des mains. Ils ont pas des mains? Si, ils ont des mains, non? Oh, mais c'est la galère. Faut qu'ils construisent un vaisseau. Du coup, ils l'ont construit sous l'eau, globalement, à la base, non? Ils l'ont construit dans un océan. Ouais. Remarque, il y a de la pression sous l'océan comme il y a dans l'espace. Peut-être que, tu sais... Ah, mais c'est la pression inverse.
Du coup, il C'est faut que le peut-être vaisseau il limite soit pire. super résistant dans les deux Ah oui, sens. En d'ailleurs, fait, c'est un lui, peu il doit comme, c'est un peu empêcher comme de sortir Minecraft. et Il de faut que tu rentrer. construises avec l'eau directement dedans, en fait. Tu construises autour de l'eau. Tu sais, il y a un épisode dans Futurama où le vaisseau il se retrouve au fond de la mer. Et il y a Fry qui demande, je sais plus comment il s'appelle, professeur Farnsworth, Ah non, c'est pas lui. à combien de pression on a fait pour résister le vaisseau. Et il répond entre 0 et 1 atmosphère. C'est marrant. Voilà. Et Donc, merde, j'avais une autre remarque. Ah oui, oui, non, mais comment tu fais les soudures sous l'eau? ouais. Ah, ça, bah, Tu ouais, fais oui, je sais pas, chauffer il doit y l'eau avoir par... moyen. Bon, bref. On digresse un petit peu trop. Scène numéro 8. À bord du vaisseau aquatique, Archer... Tu vois qu'ils ont des mains. C'est vrai. Archer Ouais, et oui, les ils ont deux des mains, ouais. conseillers attendent. Les aquatiques se présentent. Et, bonne nouvelle, ils ont étudié la langue humaine et échangent facilement avec Archer. Attends, parce que ça, c'est pas la bonne. Oui, voilà, ça, c'est quand ils demandent audience, que ça se passe moyennement bien, Mm. et la véritable audience. Sans doute. Archer les supplie de les aider, mais les aquatiques maintiennent leur position neutre. Alors que la conversation ne mène nulle part, Archer Ils tente, maintiennent plus une position couchée, mais bon, comme tu veux. Archer tente un dernier coup d'éclat. Les gardiens vous ont-ils dit où se trouvait la fameuse planète promise, celle que les humains doivent détruire? Elle est ici, dans l'étendue? Parce que vous devez bien vous rendre compte que les sphères sont en train de tout dévaster, hein? Si les gardiens étaient vraiment vos amis, ils vous aideraient avec les sphères. Nous, on sait comment les désactiver, dit-il en mentant passablement. Ce qui commence à convaincre les Xindi aquatiques. Alors, il y a un truc qui est super cliché dans la scène, c'est que ils sont en train de partir. Ils reviennent tous les deux. Et puis voilà, il sort sa bombe, ils font demi-tour pour reprendre la conversation. C'est un truc qu'on voit dans des millions de films et d'épisodes de séries. Mais je trouve que là, le fait que ça soit des trucs aquatiques qui se barrent en nageant, je sais Ils pas, ont je pas de trouvais ça mur. cool. En fait, ça La scène dans change. laquelle ils sont là, elle est super grande. Est-ce qu'ils n'ont pas de mur? Ouais, Est-ce que tout est... je pense qu'ils doivent avoir des C'est parois étrange. quand même. T'as Dans pas le vaisseau, d'intimité. Mais là, c'est une grande pièce, je pense. Je pense que c'est juste une Qu'on grande avait pièce. déjà Visiter vu. en Enfin, même temps, c'est tu peut-être sais, pas la même, mais ils chient puis ils pissent là où ils nagent. Fait que, tu sais, peut-être pas. Peut-être Ça, tu pas. sais ah, pas. peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être oui, mais peut-être pas. Mais tu sais, l'eau est trouble, là. Hein? Parce que oui, non, mais Il transpire. Il transpire. c'est parce qu'il y a des algues Ça fait pour pas île reproduire leur tropicale, milieu là. Ça fait d'origine. marécage, là. Tu sais, on dirait qu'ils sont dans le... Ah, peut-être c'est des Ah, bestioles des peut-être, marécages au peut-être. départ. Hein. Des Voilà. crapauds de l'espace. Je pense qu'ils sont partis du principe que la pièce était grande aussi pour pas que ça ressemble à un aquarium. Que ça aurait été un peu ridicule qu'ils soient dans un aquarium en fait. Ou qu'ils aient l'air d'être dans un aquarium. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont fait des efforts pour éviter ça parce qu'il y a aussi, j'en avais parlé dans un autre épisode où on voyait une conversation similaire où on voit le point de vue des aquatiques. Et donc on voit Archer dans sa fenêtre d'air. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait un peu ces efforts-là justement pour éviter l'effet ces deux poissons dans un bocal. Quoi. Ouais. Ouais, c'est assez cool. On a une petite blague sur le fait que les arboricoles n'aiment pas l'eau. Parce que Je trouve il y a ça... peu de singes de grands singes qui apprécient l'eau. Oui, Sean? non, je trouve ça très, on va dire, risqué de sa part d'avoir menti comme ça. Parce que, tu sais, il lance le fait que oui, on connaît déjà tout, tu sais, on est déjà capable de détruire ça. C'est pas vrai. Et quand tu es déjà en négociation tendue avec spécifiquement un peuple qui, tu sais, qui prennent du temps à délibérer et qui n'aiment pas, genre, tu sais, justement la tromperie, etc., c'est quand même un move, là, de leur mentir pour avoir ce que tu veux, quoi. C'est un gros coup de bluff, ouais. Ils auraient pu demander des preuves. Ouais, ils auraient pu dire, ben, Des montre-moi, preuves quoi. visuelles en plus.
ou contre-négocier en disant Après, ok, il aurait vous faites péter pu. une sphère et on vous suit. En l'appellant. Après, il aurait pu faire tenir le bluff en disant oui, alors ça, Mon oui. pad a Mais par pris contre, ils sont l'eau. quand même un Oui, peu on n'a pas le pressés. Non, mais il aurait pu tenir le bluff parce qu'ils ont quand même récupéré des infos cruciales sur les sphères dans l'épisode d'avant. Donc ça, il sait qu'ils l'ont. Donc ils auraient pu dire, bah tenez, on n'a pas encore, on peut pas vous donner toutes les infos de suite parce que on veut pas, on veut garder de la marge de négociation. Mais déjà, voilà un aperçu de ce qu'on a appris sur les sphères et ce qu'on pourrait utiliser pour les détruire plus tard. Scène numéro 9. Présentation extérieure de l'arme Xindi dans un plan assez joli. Puis, à l'intérieur, dans un plan un peu moins assez joli. On l'a dedans quand on les voit marcher? Ouais, c'est celui-là. Oui. Alors, bon, on voit que c'est de la 3D tout ça, mais je trouve quand C'est même. loin d'être dégueulasse. Je trouve ça C'était cool. pour la blague. Ouais, non, mais. Ça fait un petit peu plus Babylon 5. Là. Ouais, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que ce qui est représenté dans l'idée, c'est plutôt cool. Après, la manière dont c'est représenté, bon, ça a vieilli, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est des personnages en image de synthèse, là. Et il y a un changement de plan où on passe sur les vrais persos. Tac, tac. Mais ça, et ça, par contre, ça se voit vraiment qu'ils sont en image de synthèse sur les plans de loin. La première fois que ça m'avait choqué, c'était Trip, je pense. C'était Trip, puis Reed, ou je sais plus qui c'est, qui marchait sur le bord de... Sur l'Enterprise. Du canyon dévasté, là. Ah oui. Ah oui, non. Ah oui, au tout début de la saison 3. Ça, c'était la première fois qu'on avait vraiment des gens de notre synthèse, émission. me semble. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Mais, là, moi, je me demandais pourquoi il marchait aussi vite. Tu sais, j'étais là, wow, ça fait sauter mon incrédulité, là, ou je sais pas quoi, ma suspension, machin. Et en fait, les personnages marchent vraiment très vite quand on les voit en réel aussi. Donc, je me suis dit, en fait, ça rattrape. Bref. Mais le décor, après, sur les plans de près, où c'est les vrais acteurs, je pense qu'il doit y avoir du fond vert quelque part, mais il doit y en avoir une partie qui est faite en dur, parce que... Et c'est un sacré décor. Hein. Déjà, rien que la partie qui est forcément en dur, elle est vraiment... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de fond vert. Ouais, le cœur au milieu, là, qui tourne dans tous les sens, il est concret. Il me semblait, mais je suis d'accord, c'est un chouette décor. Dolim rejoint un reptilien et Oshi en train de travailler. Elle n'avance pas très vite. Dolim est déçue et lui pose des questions. Elle est coopérative et semble à moitié endormie. Mais le doute pique Dolim, qui commence à la violenter. Oshi montre alors plus de vivacité et de réflexe. Elle faisait semblant! Oshi essaie alors de s'enfuir et tente même de sauter dans le vide devant elle. Mais elle est vite maîtrisée et renvoyée se faire piquer. Le garde se rend alors compte que non seulement elle n'a pas avancé dans sa tâche, mais en plus, elle a rajouté une couche d'encodage. Ça, j'ai adoré ce passage. D'ailleurs, j'ai pris... Voilà. Hein? Quand il dit elle a rajouté une couche d'encodage, j'étais là, oh là là, elle est trop forte. Imagine comme tu te sens nul à sa place, tu sais, c'est comment chier, tu sais. Merde. Et comme le dit Dolim, t'étais censé la surveiller, mec. Plus de boulot qu'avant. Je suis pas informaticien, moi. En même temps, c'est ça, t'es censé la surveiller. Moi, si tu me mets devant quelqu'un qui est en train de hacker, surveille-le. C'est pas ce qu'il fait, moi. Il fait des... il tape des trucs sur son ordi. Voilà, c'est ça, oui. Oui, non, mais... À part si vraiment, tu sais, il s'en va sur Facebook, ben là, je suis capable de le voir, mais s'il code, il code, tu sais. Ben, ouais. Non, mais ils auraient pu mettre un garde qui a des compétences minimales en cryptographie, c'est ça? Ou je sais pas quoi, qui regarde, qui se dit... Oui. Attends, mais c'est bizarre. Ouais, il était supposé appuyer sur... Elle est belle, l'image. Hein. La capture, plus. là, on voit les belles lumières, on voit les beaux maquillages. C'est beau, c'est vraiment chouette. Hein. C'est réussi. Ouais. Il y a le fait que, du coup, leur bactérie, machin, là, ne fonctionne pas très bien sur Ochi. C'est parce qu'elle est déterre.
je trouve ça. Hmm. Alors, tu peux Parce le qu'elle est prendre comme humaine. ça, et aussi tu peux te dire que ouais, voilà, c'est la première fois qu'ils utilisent ça sur un humain. Donc, il y a des chances que ça soit pas tout à fait aussi efficace sur les humains. Bah, de nos jours, sur Ouais. Internet, ils diraient que c'est une série woke et ça marche pas parce que c'est une femme. Mais Asiatique. Ouais. mais par chance, Mais de toute façon, l'épisode est ça marche sorti il y a sur des tous années les de ça. Xindi parce qu'on sait que tous les Xindi ont exactement le même schéma cérébral. On avait eu, ça nous avait passablement énervé dans un épisode précédent. Hmm. Scène numéro 10. Dans l'Ops, T'Pol et Tucker travaillent. T'Pol propose des solutions pour péter les sphères, mais Tucker les réfute toutes. T'Pol s'agace. Il la confronte et là, elle finit par avouer ne plus être capable de maîtriser ses émotions. Puis les deux font la paix. C'est mignon. Enfin, mignon dans le bon... C'était chouette, quoi. C'est la plus belle histoire d'amour de Oui, tous ça, les temps. ouais. Non, mais même là, sans parler d'amour, c'était voilà, il fait, il en a marre, il montre qu'il en a marre. Elle est triste qu'il en ait marre, donc elle entrouvre la porte et lui il s'engouffre dedans et il la force à parler, quoi. Donc c'est très cool. C'est chouette. C'est comme ça qu'il faut gérer vos relations. Si vous faites la tête, arrêtez de faire la tête. Mais, Faut surtout dire mais ce qui va ne pas. vous engouffrez pas dans des portes entrouvertes. Si elles sont entrouvertes, respectez le fait qu'elles Ouais. C'était une mauvaise image que j'ai utilisée, en effet. Désolé. Je suis nul en social. Hein, vous l'avez compris. Scène numéro 11. Dolim fait un rapport à la gardienne. Ah mince, il y avait des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et... Ouais, j'aime bien cette flotte bigarrée là, avec chaque vaisseau qui a son propre style, parce que c'est plein d'espèces différentes, tout ça. J'aurais toujours aimé que Voyager se termine un peu comme ça, où Janeway a juste récupéré des alliés, puis ils ont une espèce de flotte de toutes sortes de vaisseaux différents qui se ramènent sur la Terre, tu sais. Ouais, après ils ont... Non, bon, d'accord. Thierry n'est pas convaincu. Non, plutôt que ça, elle a fait péter la moitié de la flotte Borg. Non, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de raison de vouloir spécialement rejoindre la Fédération. Enfin, c'est déjà qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent, c'est étonnant. Je sais pas. Après, oui, ça aurait fait Battlestar Galactica avant l'heure. Oh, ça aurait pu être marrant. Scène numéro 10. Dolim fait un rapport à la gardienne. Mais ça va. Non, ça va. Mais l'arme n'est pas prête à être lancée. Pardon. La gardienne lui rappelle que plus il attend, moins les lignes temporelles lui sont favorables. Dolim demande alors à la gardienne de regarder un petit coup dans le passé pour savoir le code manquant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les gardiens voient les fluctuations, pas les détails. Montée en tension entre les deux qui ne lâchent pas, mais la gardienne garde le dessus pour le moment. Très chouette. Et on apprendra un petit peu plus tard que c'est vrai, en fait. Elle ne voit pas les détails, elle voit les fluctuations. Oui. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il remet quand même en cause la gardienne. Ce qu'il n'avait pas fait l'épisode d'avant, parce que celui qui l'avait remis en cause s'était fait réprimander, je sais plus, réprimander au moins, minimum. Alors que là c'est lui qui le fait, quoi. Il commence un peu à en avoir marre, je pense. Ouais, puis je trouve que c'est quand même très naturel comme réaction. C'est comme, clairement, elle a plus de connaissances, elle est avancée technologiquement, elle a plus de pouvoir et de capacité à ce niveau-là. Puis elle est comme, ouais, mais tu sais, c'est comme, ok, fais-le toi. Arrête de me gonfler avec ça, juste fais-le, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le doute nous est permis. En fait, on ne sait pas qui ment. Enfin, qui ment. Qui a raison, qui est l'agresseur des deux. Parce que ce qu'on nous a montré du voyage dans le temps, par la guerre temporelle froide, notamment Barclay. Non, pas Barclay. Daniel. Daniel. Daniel, il a les possibilités de voir les détails comme ça. Et les Suliban, ils ont la possibilité de voir les détails comme ça. Donc, pourquoi elle n'aurait pas bon, voilà. Donc, c'est assez cool. Parce que du coup, on ne sait pas... en fait, en gros, si
elle a raison, ça veut aussi dire que lui, c'est quand même un bagarreur, quoi. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je l'ai noté en plus le mot. Un belliciste. C'est-à-dire qu'il se retourne, il a plus d'ennemis en face de lui, donc il se retourne vers la première personne qu'il voit, il lui rentre dedans, quoi. Un peu tête baissée. Voilà. Scène numéro 12. Dans l'Obs, Tucker et T'Pol annoncent à Archer avoir trouvé éventuellement un truc pour faire péter les sphères. Il est content. Maintenant, va falloir le faire pour de vrai. Je sais pas ce que c'est. Dans scène numéro 13, dans les couloirs, le conseiller Primate et Archer papotent. Et on en apprend un peu sur les aquatiques. Mais le plus important, le conseiller, le premier, lorsque l'arme sera détruite, les Xindi n'en feront pas une nouvelle. Puis Archer est appelé sur le pont. Scène. Vous voulez parler de ça? Du conseiller qui fait une promesse qu'il ne pourra pas tenir, mais bon. Oui, disons que ils sont convaincus. Il y a au moins les primates et les arboricoles qui sont convaincus. Les aquatiques, ils ont l'air de l'être aussi. Donc, et je pense que c'est surtout eux qui ont les scientifiques nécessaires pour construire une sphère. Donc, il sait que s'il les a convaincus, s'ils savent que la Terre n'est pas une menace, ils n'ont aucune raison de le faire, donc ils le feront pas. Ok. Je pense que de son point de vue, quand il fait cette promesse, il est sincère. Il croit vraiment que c'est comme ça que ça va se passer. Non, ça me va. C'était pas. Ok. Scène numéro 14. Sur le pont, beaucoup d'aquatiques ont joint leur vaisseau à la bataille. Et c'est l'image que nous voyons à l'écran. Donc en fait, les aquatiques d'ailleurs ont un immense vaisseau et plein d'autres un peu plus petits, mais quand même grands. Scène suivante. Scène numéro 15. Dans l'espace, les gardiens... Dans l'espace-temps des gardiens, ça continue de craindre une victoire des humains. Les gardiennes décident alors d'intervenir. Alors, juste, je les ai féminisées parce que ce sont des actrices. Mais de ce que j'en perçois, c'est que soit ce sont des personnages à genre, soit on ne voit que les femmes. Ou... Voilà. Je sais pas. J'ai pas l'impression que la série tranche vraiment sur. Mais c'est juste pour dire pourquoi je dis gardienne à partir de maintenant tout le temps. Parce que voilà. Et puis c'est bien, ça féminise un peu parce qu'il y a quand même, à part Oshi et T'Pol, bon bref. Scène numéro 16. À bord de l'arme, c'est... Non, c'est pas ça, pardon. À bord de l'arme, c'est OK. Oshi a fait ce pourquoi elle est là. Le 3e code a été obtenu. Dolim est bien content. Oshi est renvoyé dans sa cellule. On active l'arme. Ça va prendre un certain temps. Fin de l'arc de Oshi pour cet épisode. Bon, maintenant, il va falloir la secourir, mais je suis un peu déçu. Parce que ça commençait bien, elle avait du répondant, elle a tenté des trucs, elle a même tenté de se tuer, quoi. Et puis elle n'a pas hésité très longtemps, hein. C'était vraiment, elle a regardé la possibilité, hop, elle l'a tenté. C'était assez cool. Je pense que j'aurais apprécié d'avoir 2 petites scènes de plus, une après la première injection et une après la deuxième, où on la voit souffrir, douter ou ce genre de truc, tu vois, tu avais moyen de faire une scène de quelques secondes. La première, par exemple, tu la voyais, je sais pas, transpirer un petit peu, mais avoir un regard vif, je sais pas, ou un truc comme ça. Et la deuxième, tu la voyais transpirer à grosses gouttes et commencer à vaciller, ou je sais pas. Enfin, il manque un truc je trouve, pour cet arc sur Oshi. Pour ramener le fait que la deuxième injection fonctionne. Pour amener que ça fonctionne, pour amener de la combativité dans son jeu. Je sais pas, je trouve que c'est dommage, il manque un truc. En fait, je trouve que les scènes qu'il y a sont cool, et du coup, je comprends qu'on ait envie de voir. Ouais. Oui.
On veut voir Oshi souffrir. C'est étonnant qu'il ne la tue pas. Il s'en fout, son cerveau va griller, non? Ouais, après, un tir de disrupteur, c'est pas ça qui. Ouais, pourquoi la garder? Ça prend. Ils savent pas, parce que- peut-être au cas que... où. Imagine, il y a un système de sécurité qu'ont mis en place Ouais. les primates, qui sont pas au courant, qu'à la dernière minute, ça relance un nouveau code. Je sais pas. Oui, je pense que c'est au cas où, ouais. Ou qu'elle ait mis une porte dérobée quelque part pour quelque chose et qu'ils aient besoin de la menacer pour qu'elle l'enlève. Tu vois, un truc. Ok. Vu qu'elle a déjà ajouté un niveau d'encryption la première fois. Et oui, ils auraient pu la désintégrer et puis. Mais non, on tue pas les gens comme ça, gratuitement. Non, mais tu sais, on s'en va détruire une planète au complet. On va pas tuer une personne en avance, là, tu sais. Tout le monde meurt en même temps ici. Peut-être qu'ils On vont est la égalitaire. lancer sur la planète avant de tirer, tu vois. C'est ça, tu sais. Tchouf. Imagine, Hop. il la transporte sur la planète. Go! Ok, mais tu sais. Putain. Scène numéro 17. Captain's Log. Ouais! Pendant qu'Archer raconte que l'équipage est motivé et que les aquatiques vont aider, on voit l'équipage s'affairer activement. Puis, Reed rejoint Hayes, lui donne le rapport promis sur la mort de Hawkins et le confronte car il voit bien qu'il y a un problème. Hayes avoue être blasé d'avoir perdu un membre de son équipe sous les ordres d'un autre que lui. Reed explique être dégoûté d'avoir perdu un homme sous sa responsabilité. Hayes rassure Reed. Maintenant, on se sent faisant partie de l'équipage à part entière. Vous inquiétez pas pour Oshi, on va la ramener. Il parle pas du tout comme ça. C'était pour faire une petite voix de Lon, tu vois. C'était très cool. On en termine avec cet arc entre Reed et Hayes qui a commencé il y a longtemps. Mais qui a eu peu de développement sur toute la saison. On les a peu vus interagir. Hayes apparaît pas très souvent, au final. Il apparaît dans 3 épisodes. Ouais, Plus que ça, quand même. Et... il me semble. Hein. Mais oui, bah on a je trouve que l'arc, les scènes en elles-mêmes sont pas très longues à chaque fois et ça fait un bon arc entre les deux, je trouve. C'est pas mal. Là, ça aurait pu être le moment, tu sais, qui aurait relancé l'animosité entre les deux et tout, parce que quelqu'un est mort de mon équipe, ça serait pas passé si j'étais là, et ça aurait pu, tu vois, repartir en... Mais non, tu vois, ils ont retravaillé leur relation, et ils arrivent à... je suis passé sur le dialogue, mais en gros, Hayes lui dit j'ai du mal à passer outre le fait que ce soit un autre que moi qui était au commandement et que si j'avais été là, ça se serait probablement passé différemment, etc., etc. Mais il lui en veut pas. Reed comprend ce qu'il veut dire. Bon, voilà, et c'est très, très cool. Ouais. Et puis Reed surtout dit que maintenant il considère les membres du Mako comme des gens à part entière dans l'équipe. C'est Ace qui dit ça, qui dit qu'il se sent inclus dans l'équipage maintenant et qu'il n'a pas l'impression d'être une pièce rapportée. Tout ça. Ouais, Reed, il aurait pas dit ça. Il les sent quand même toujours différemment, je pense. Tu n'es pas anglais. Scène numéro 18. À table. Archer, Tucker, T'Pol et Athos papotent. Merde. T'arrives pas à savoir s'il fait une blague à chaque fois ou s'il se trompe pour vrai. Oui. Peut-être qu'il fait une blague au moment où il l'écrit, mais au moment où il je croyais sincèrement que... Alors, pour la référence, quand j'étais très petit enfant, je n'ai aucun souvenir de ça. Nous avons eu 2 chiens Labri, un qui s'appelait Athos et un qui s'appelait Porthos. On n'a pas eu d'Aramis, on n'a pas eu de D'Artagnan, mais voilà, mes parents, je ne sais pas pourquoi, avaient appelé leur Labri Athos et Porthos. Mais ils se sont croisés. Athos, Porthos et Albert. C'était ça les 3. Tu sais. Le 5e. Voilà. Et on n'a pas eu... Enfin, ils ont eu les 2 à un moment en même temps, mais voilà, un est mort. Bon, bref, voilà. Mais je n'ai aucun souvenir de ces Labri qui apparemment étaient très gentils. On parle d'une histoire qui s'est déroulée il y a 30 ans. Du coup, Athos, Porthos, pour moi, tu vois, voilà.
Quels sont les choix Et oui, des uns Rémi a 45 ans, Oui. mesdames et messieurs. Quels sont les choix des uns, des unes, des autres après toute cette histoire? Et ouais. T'Pol annonce qu'elle fera probablement une demande pour intégrer Starfleet. Wow. Puis l'intercom sonne, ils sont presque arrivés. C'est ouf, hein? Bon, nous, en tant que personnes qui regardons la série, c'est pas forcément une grosse surprise. On se doute que ils vont se débrouiller pour intégrer. Ah, encore que C'est gros pour une Vulcaine quand même, tu sais. de cette époque. Mm. D'ailleurs, je sais plus, à la fin de la saison 4, elle en fait plus partie. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle même m'en pas rappelle de ses apparitions dans le dernier épisode. Je me souviens pas ce qu'elle fait. Bon, je sais plus. Non, je sais plus. Mais ça avait fait scandale à l'époque parce que À l'époque de Enterprise ou à notre époque à nous en de 2004? de la diffusion d'Enterprise parce que en fait il y a beaucoup de gens qui considéraient que Spock était le premier Vulcain de Starfleet. Ce qui n'est jamais dit dans la série originale ni dans les films, mais qui avait beaucoup été dit dans les fanfictions. C'est un sans mêlé en plus. Tu sais. Et donc c'était Mais du non, fanon. dans en fait. Voyager. Ah, mais non, c'est après Spock. Oui, Non, c'est quand après même Spock. après. Après Spock, il est même pas full Vulcain. quoi. Ouais, en plus d'abord. D'abord, qu'est-ce qu'il y connaît au Vulcain Spock? Tu sais, il fait semblant d'être un Vulcain. Mais donc du coup, c'est un truc dont Enterprise a beaucoup souffert en fait de trucs fanons que tout le monde pensait que c'était canon et en fait Enterprise les contredit et en fait bah non ça contredit rien, ça n'a pas été établi comme ça dans la série originale à la base donc voilà. Mais voilà. Et donc ça faisait partie des trucs où les gens hurlaient en disant ah Enterprise détruit le canon encore tout ça. Ce qui est assez ironique. Frappe le Spock derrière. Il est l'heure de répondre à la question. Dans quel épisode le docteur McCoy découvre-t-il qu'il a une maladie incurable et mortelle? Eh bien, je suis désolé, Sean, ce n'est pas Arena. Il s'agit... Wow! J'ai failli péter mon ordi. Il s'agit de For the world is hollow and I have touched the sky, qui est un épisode dans lequel Bones découvre qu'il est atteint de xénopolycythémie. Alors, heureusement que ta question, c'était pas le nom de la maladie, parce que j'aurais jamais trouvé. Si tu... Bon. Et il se trouve que j'ai pris la maladie en prenant ton message sur le forum. Tu m'autorises à diffuser cette image sinon je le couperai au montage. Non, mais justement, c'est pour ça. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc apparemment, des titres avec une poésie incroyable qui plaît à tout le monde. Je n'ai aucun souvenir de cet épisode. Bah ouais, c'est une planète creuse. Ah, comme dans Godzilla contre Kong. C'est pour ça que tu vois, le monde est creux et j'ai touché le ciel. C'est parce que la planète est creuse. Ok, je me souviens plus. Oh, il faudrait que je le revoie. Et alors, il est bien? Est-ce que l'épisode est mieux que Godzilla vs Kong? Tout est mieux que Godzilla vs Kong. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais est-ce que tu parles de Godzilla vs Kong est mieux que Godzilla X Kong. Ah, qui est ok. Catastrophe. C'est tough. Est-ce que Godzilla X Kong est mieux ou pire que les premiers épisodes de Star Trek Discovery qui, au moment où on enregistre cet épisode, sont parus la semaine dernière, c'est ça? Il y a 3 jours? Je sais plus. Ouais. Ah, la saison 5, oui. Je sais pas. Thierry? Sean? Je n'ai pas vu Godzilla X Kong. Ah, d'accord. Malheureusement, j'avais pris le temps d'aller jusqu'à Montréal pour voir Minus One, mais là, j'ai même pas pris le temps de me déplacer dans ma propre ville pour voir X Kong, malheureusement. Si j'y vais, ce serait malheureusement pas pour Godzilla, en plus, c'est pour Kong, parce que j'ai envie de voir Kong avec mais tu ne verras que Kong, ça, c'est pas un problème. Mais... Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est le personnage principal. Il peut... Ouais, mais bon, Bref. Non, il y a le nouveau film de Alex Garland, là, le dernier film d'Alex Garland, Civil War, c'est ça. S'il vous plaît, les gens chez vous,
regardez Ex Machina, Annihilation et Men. Alex Garland est un génie. Le même soir. Vous aurez Non, envie ce de sera mourir. trop lourd. Vraiment, ce serait trop lourd. Regardez-les séparément, sinon vous allez être dans des primes. Là. J'ai vu Annihilation, j'ai trouvé assez sympa, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est du génie quand même. Annihilation souffre du fait d'être un film Netflix. Annihilation, je pense que c'est son plus faible, même si c'est son plus. D'accord. Mais il était que visuel- scénariste, c'est pas lui qui l'a réalisé. Visuellement. Non, il a réalisé aussi. Il a réalisé, pardon. Ouais. Men, je sais pas pourquoi personne n'a parlé de ce film, mais il m'a fait. En tout cas. Voilà. D'accord, ok. Je note de Men regarder et cet Ex film, Machina. parce que Ex je sais pas Machina, quoi vous c'était quand même, genre, en tout cas, c'est correct. Ex Machina était supposé être très très bien, je l'ai trouvé fantastique. Puis quand Annihilation est sorti, c'est évidemment, tout le monde est déçu parce que le deuxième n'est pas aussi bien que le premier. Mais si ton premier c'est un chef-d'œuvre, c'est dur, tu sais. Voilà. Merci pour ce partage, Sean. Scène numéro 19. L'arme est presque prête. Alors que Dolim veut se détendre dans sa cabine, les vortex se forment. C'est l'attaque d'Exindi. À son bord, Archer donne l'ordre. C'est parti. À son bord, à bord. Parce que... Oui, c'est pour ça que j'ai pris la capture d'écran Ça, aussi. ça J'ai trouvé déchire, ça ça. cool que. Déjà, ça veut dire que le vaisseau Xindi, il Ouais. est immense. Vaisseau des aquatiques. Et du coup, bah voilà. L'Enterprise qui sort de la shuttle bay du vaisseau Xindi. Pourquoi c'est vachement sympa. Pourquoi pas? Bah, Non, mais c'est ouais. pour l'effet de surprise, quoi. Alors, l'intérêt, je pense, c'est que dans l'état où est l'Enterprise, et déjà l'Enterprise, ça reste un vaisseau, voilà, ils sont pas assez rapides pour rejoindre le lieu de la bataille. Et est-ce qu'ils peuvent traverser le vortex? Je crois. Ah, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai toujours pas compris Parce comment que fonctionnaient les vortex. s'ils suivent le vaisseau qui crée un vortex, est-ce qu'ils peuvent rentrer Ouais, dedans mais là, au juste moins, c'est derrière? plus Je sais simple, pas. quoi. Tu Ouais. prends le vaisseau à bord, Ouais. puis tu le prends sous ton bras, quoi, puis tu y vas, quoi. Eh bien, petit, t'es un gamin. Non, mais c'est très... Oui, c'est très visuel, très cool. C'est juste que moi, du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, les vaisseaux créent eux-mêmes les vortex. C'est pas des vortex qu'ils empruntent. Du coup, l'Enterprise peut pas vraiment supporter. Mais en effet, comme tu dis, il peut pas, peut-être pas encaisser le choc, peut-être pas être assez rapide. Voilà. En plus, ça crée un effet de surprise. Alex Indy, les reptiliens, ils sont blasés de voir qu'il y a le vaisseau humain avec les autres. Ça permet de continuer à faire des petites réparations sur le vaisseau pendant ce temps-là, plutôt que d'essayer de pousser le vaisseau c'est ce qu'on voyait pendant aussi. le Captain's Log. Ils sont remotivés et ils continuent de travailler à fond. Scène numéro 20. Piou piou, pam pam. Ça défouraille, c'est super chouette. Bataille spatiale à laquelle se joint une bataille physique. Ace et Lelon sont envoyés pour libérer Oshi. Piou piou, pam pam. Piou piou, pam pam. Piou piou, pam pam. Piou piou, pam pam, piou piou. Non, mais pam, oui, pam. mais pour les gens qui nous écoutent en podcast, j'ai pris plein de captures d'écran de la bataille spatiale parce que je la trouve géniale et que Il y a des rayons verts, des rayons bleus, des rayons rouges, il y a des lasers dans tous les sens. Ouais. Truc de fou. C'est très cool. Et Ace et sa team. Et Ouais. non, je te dirai plus tard. Non, vas-y, Et- j'en parlerai quand on sera au bout. Des têtes qui flottent. Scène numéro 21. Alors que la bataille tourne à l'avantage de l'Alliance humaine Xindi, les gardiennes décident d'activer la sphère, ce qui crée des anomalies dans la zone de la bataille. What? Le vaisseau aquatique en fait particulièrement les frais dans une scène assez horrifique. Je pense que tu l'as... donc ça, c'est les générations d'anomalies par une sphère. Très cool, très visuel. Et les vagues d'anomalies qui défoulent, qui viennent sur le champ de bataille. Et voilà la fameuse scène dont je parlais en description, la destruction d'un vaisseau aquatique et d'un autre vaisseau. Alors, le vaisseau aquatique, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que l'eau se sort et immédiatement, évidemment, elle gèle parce que dans l'espace, personne ne vous entendra nager. Par contre, j'ai une question pour vous.
derrière votre écran qui nous Très écoutez, souvent dans l'eau aussi, on vous entend pas nager si vous nagez en est-ce dessous de que l'eau, mais vous qui nous écoutez ou nous regardez, petite question technique, si vous êtes scientifique, est-ce que l'eau qui gèle, c'est juste la surface, tout ce qui est à l'extérieur, ou c'est l'entièreté de l'eau dans tout le vaisseau qui parce qu'il a perdu son intégrité? Et si oui, à quelle vitesse? J'aurais tendance à dire que oui, tout, parce que comme je viens de dire, ça a besoin de chauffage, un vaisseau spatial. Hein. Sinon, ça gèle. Mais du coup, une fois qu'il est percé comme ça, à moins qu'ils aient des cloisons de sécurité et qu'ils aient fermé certains compartiments. Bref, moi, je me suis dit, ouais, là, il est wow. un peu plus que percé, quoi. Ah oui, là, il Mais est. Ouais. Voilà. la scène claque, ça déchire à regarder, là, c'est vraiment beau. Mm. Tu sais, oui, on pourrait dire que de nos jours, les effets spéciaux sont plus beaux, et encore, je mettrais honnêtement à l'épreuve certaines séries Disney Plus qui sont sorties récemment. C'est pareil que ça, quoi. Donc, non, c'est très beau. Puis, comme on disait, de toute façon, la vision derrière, la créativité derrière les scènes est impeccable, quoi. Puis, ce vaisseau-là, pardon, le suivant aussi, le vaisseau qui se fait comme ramasser, il se retourne, il est tout déchiqueté, genre, ça déchire, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Pauvre petit Xindi parti trop tôt. Scène numéro 22. Hayes demande à être téléporté, mais Tucker... Ah ben j'ai pas noté qui bon ben les LON ont trouvé Oshi. Hayes demande à être téléporté, mais Tucker annonce que le téléporteur est cassé. Il va falloir téléporter par groupe de 2. Oshi fait partie du premier groupe. Mackenzie, la fameuse bastonneuse, se fait tirer dessus, mais se fait téléporter à son tour. Lorsque vient le tour d'Aze, un Xindi tire dans son ombre de téléportation et il s'effondre en apparaissant. Donc Oshi... Ah cool, t'as pris tout le monde. Et Ouais. non, t'as pas pris Mackenzie. T'as pas pris ma chouchoute. Et Hayes qui Oui, c'est apparaît. vrai. Ah, t'as pas pris le tir à travers son ombre de téléportation. C'est dommage, c'était joli. Non, mais si j'étais allé à ce niveau de détail, c'est pas 39 captures d'écran que t'aurais, c'est 2000. Autant de frames. Euh, C'était super cool. Et quelle mort atroce. Donc, de nos jours, en tout cas, dans le comment dire, le Star Trek, le présent du Star Trek, donc, on va dire à l'époque de Picard, genre, TNG, globalement, là, ben, Voyageur, tu sais. Quoi? Je pense, pour moi, le présent de Star Trek, ça se passe, c'est Picard, en ce moment. Est-ce que ça a du Oui. sens pour toi, ça? Oui, c'est parce que c'est la Discovery, c'est le série la futur. plus évoluée. Oui, c'est le temps présent. Ok. Oui, Discovery se situe dans le futur. Ok. Ouais. Anachronique. Je pense qu'ils ont moyen de séparer lors de la rematérialisation le tir et la personne. Tu crois à ce niveau de détail? Parce que c'est des armes d'énergie, c'est pas... ce serait une balle. Bon. Ouais. C'est un tir de blaster. Vas-y. Je sais pas. Tu crois qu'ils arriveraient encore, même si on est 200, presque 300 ans Peut-être. plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'ils seraient capables, parce que j'ai l'impression que... Remarque, très souvent, on voit des gens se faire tirer dessus, mais après, ils sont transportés. Effectivement, ils disparaissent, et après, le tir continue. Donc là, c'est pas pareil. Là, il s'est peut-être fait tirer dessus avant de... Je sais pas. Je trouve ça très cool. Et Sachant qu'il meurt pas sur le coup en plus. Mais il meurt de ses blessures. Limite, je trouve dommage qu'on voit la blessure. J'aurais préféré que ce soit une blessure interne. Genre, il s'est passé quelque chose, on sait pas, on comprend pas ce qui s'est passé. Ben, ça pourrait faire comme Tuvix, un peu, il est comme... Ouais. Il merge avec le rayon. Il devient une balle de... Moitié de humain. De phaser, mais... moitié boule de tir d'énergie, tir de disrupteur. Dégueulasse. Oh, gars. Bref. Mais
Il y a un truc que je trouve, il y a un truc qui m'a pas trop plu avec cet ensemble de scènes, c'est que du coup il y a deux meufs dans la sphère et c'est les deux personnages qui ont besoin d'être portés. Ok. Ace a besoin d'être porté puisqu'il s'effondre, mais on ne le voit pas. Il n'y a pas de scène où quelqu'un le prend et le porte. Oshi, elle est portée comme un sac de patates et comme une princesse selon les scènes. Et j'ai oublié le nom de Mackenzie. la Mako. Mackenzie, elle est soutenue sous le bras pour l'emmener Patate. vers l'infirmerie. Princesse. Donc, oui, la question. Les mecs, soit Sauf ils meurent, que- soit ils Donc, s'en sortent. la question Ouais. est, est-ce que c'est on va dire un bias de l'époque, tu sais, Un auquel biais. ils n'ont pas vraiment prêté attention, ou est-ce que c'est d'un côté pratique, Oshi est clairement plus ramassable que Ace, quoi, genre pour les acteurs sur scène, quoi. Tu veux dire, genre, elle est plus petite, elle doit peser moins. Oui, c'est sûr que Mackenzie aurait eu plus de mal à porter Oshi. Ace à bout de bras comme ça. Alors, Mais il y a quand même, moi, il y avait un moyen très facile de limiter ce genre de problème quand même. Ça aurait été d'avoir plus de meufs dans l'équipe oui, Mako. mais il y a quand même. Moi, je pense que c'est surtout une conséquence de ça. C'est que en fait, c'est quasiment que des mecs. Il y a une Schtroumpfette qui est là, voilà. Et oui, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. C'est à tous les Schtroumpfs et il y a une meuf dans tout le village. Tu vois. L'astuce, C'est il un y a peu quand pareil. même un truc que je trouve Oshi. C'est quand même la c'est un- plus intelligente du village, hein, la Schtroumpfette. Et je tiens quand même à le dire. À part peut-être le grand Schtroumpf, mais il a des années d'expérience, fine. Mais tu sais, la Schtroumpfette, elle sait tout faire. Je sais que les derniers films d'animation veulent faire comme tout le monde a une job, puis la Schtroumpfette, qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle peut tout faire. Elle fait tout. Elle est capable de tout faire, en tout cas. Go la Schtroumpfette. Notamment le ménage. Et donc, ce que je voulais Tout le dire, c'est monde, quand tout même. le monde fait le ménage dans le village. des Oh, Schtroumpfs, ça monsieur. suffit, oui. Sauf le Schtroumpf grognon. Ah bon. Je savais pas que je tombais J'aurais sur un pensé grand que le fan des Schtroumpf J'adore les grognon ferait le ménage parce que ça l'énerve de qui voir connaît tous des les- saletés. Moi, j'aime Ouais, pas mais les ça l'énerve saletés. aussi de faire le ménage. Moi, je trouve pas les saletés. Ouais. Donc, Oshi, c'est un personnage qu'on voit dans tous les épisodes. Et Mackenzie, jusqu'à présent, ça doit être la 5e fois qu'on la voit. Et à chaque fois qu'on l'a vue, on la voit tartiner des gueules à coups de... à tour de bras. Du coup, Ah je oui, me non, mais dis... c'est pas un reproche Ouais. sur la saison, hein, c'est Ouais. vraiment juste sur l'épisode. Oui, quoi. tu tombes sur cet épisode, tu te dis... Ouais. Mais j'essaye de rattraper leur crédit. Mais oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais du coup, ouais, je l'avais pas vu. Mais comme je disais, moi, j'ai été choqué de voir Mackenzie se prendre un tir sur l'épaule, quoi, et tomber. Je me suis dit, oh merde! Et pour le coup, j'ai eu peur qu'elle meure. Alors que Hayes, quand j'ai vu passer, je fais, ah non, merde, il va crever. Mais c'est tout. Tandis qu'elle, j'étais, ah non, zut, je l'aimais bien, quoi. Donc, bon, je sais pas. Mais ouais, tout à fait. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à tirer de ça, hein, mais ça m'a marqué en fait surtout le fait que il y a des plans où on les voit être portés et Hayes, il a forcément été porté, mais on ne le voit pas. D'accord. Hmm. En effet. Mais pareil, tu vois Ça m'a Tucker marqué. soulever Voilà. Hayes. De toute façon, il faut bien quelqu'un le soulève. Oui, mais tu vois forcément. maintenant. Ils s'y mettent peut-être Oui, à 4, gros mais téléporté. il faut que quelqu'un C'est le comme soulève. Non, mais c'est quoi. parce que C'est c'est vrai que tu pourrais dire c'est pas pratique d'un point de vue réalisation parce qu'il faut que tu trouves un moyen de faire soulever l'acteur. Mais techniquement, dans ton storytelling, le gars, il a été ramassé à un moment par quelqu'un sur le vaisseau. Mhm. Le personnage a été amené par un autre personnage, quoi. Donc, si tu veux dire que c'est ça la réalité de tes événements dans ta série, il faut que ce soit réalisable sur scène aussi, quoi, en caméra aussi. Mais dans le dernier Gardien, par exemple, Star-Lord, il se fait porter, hein, par, je crois que c'est... Mais on est exactement 20 ans plus tard. Oui, mais c'est pas lui, c'est pas Chris Pratt. Elle ramasse, je sais plus, je crois que c'est... Ah, c'est une doublure Non, maigrichonne. non, c'est Chris Pratt un n'a pas faux. supporté de se faire porter. Non, ils ont construit un faux Chris Pratt, quoi, en mousse, genre, tu sais. Waouh. Ouais. Ah Ils ouais. ont vraiment trop d'argent. Pour qu'il puisse porter...
Non, attends, on a un budget, J'essaierai de vous on a trouver un la budget vidéo, je vous mannequin, enverrai il la faut le vidéo. respecter, ne te fais pas porter, Chris Pratt. Scène numéro 23. L'arme est prête à être lancée. Dolim donne l'ordre de s'approcher de la Terre. L'Enterprise lui court après, mais c'est trop tard. Dolim traverse le vortex. Coupure pub. Waouh. Scène numéro 24. Reed rend visite à Hayes dans l'infirmerie. Hayes nomme Mackenzie à son remplacement, puis lâche ce qu'il tient encore et meurt. C'est une belle fin. Enfin, triste, mais bien pour le personnage, quoi. Oui. Yaoshi là, dans le c'est fond. belle fin, ouais. Oui, ça c'est pas mal aussi qu'il est. Enfin, comment dire. Tu sais, les acteurs, quand tu les fais venir en studio, faut optimiser les scènes où ils sont et tout. Donc tu les utilises rarement comme figurant dans le fond. Mais là, ils l'ont quand même fait. Et du coup, on voit qu'elle est stable, elle est allongée sur son truc. Voilà, c'est cool. Joue la malade. Action. Scène numéro 25. Sur le pont, les conseillers indiquent à Archer que le vaisseau de Degra est le seul à être suffisamment rapide pour rattraper l'arme. Il décide donc d'y aller avec une équipe. Et pendant ce temps, l'Enterprise ira désactiver le réseau sphérique. Continue. Scène numéro 26. Reed annonce la nouvelle au LON et demande des volontaires pour mener à bien la mission d'Archer. Ils le sont tous. Il est fier, mais n'en sélectionne que 3. Il s'avance comme un seul homme. Il n'y a pas Mackenzie. Et il n'y a pas l'autre, celle que Mayweather, dans une réalité alternative, s'est marié avec. Épouse, ouais. S'est marié avec, ouais, bravo. Épouse plutôt. Merci, Thierry. Mais c'est que des mecs. Et ça rejoint ce que je disais, quoi. Bon, après, disons qu'on aurait pu se dire peut-être au 24e siècle, il y a un peu plus de meufs dans l'armée. Voilà. 22e, j'ai dit quoi? 2154, 22. C'est, je sais pas, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de nanas que ça dans le Mako. Mais bon. C'est comme les ça. Années 2000. Scène numéro 27. Dans l'infirmerie, Archer veut parler à Hoshi, mais Phlox lui explique que ce n'est pas possible avant au moins 2 heures. Archer décide alors de l'embarquer sur le vaisseau de Degra. Phlox proteste, mais obéit. Et c'était une super scène où on voit un Phlox particulièrement concerné par le bien-être de ses patients et qui a à 2 doigts de pleurer quand il dit non, il faut qu'elle reste ici pour être soignée. T'as l'impression qu'il accepte, il accepte par devoir, quoi, mais c'est comme s'il savait qu'il l'envoyait à la mort, quoi. C'est très dur pour lui. Et scène numéro 28. À bord de l'arme, les insectoïdes reptiliens appellent... À bord de l'arme, les insectoïdes appellent les reptiliens. Alors, ce n'est pas à bord de l'arme. Ah si, on est dans... Non. À bord du vaisseau Xindi reptilien. Tu sais que je me suis posé la question dans aussi. l'arme, mais je sais pas. Bah, il donne l'ordre de tirer depuis son vaisseau, non? Ouais, ou alors il donne l'ordre de tirer à un mec son vaisseau, qui est à côté de lui, de tirer. donner l'ordre à un vaisseau de tirer. Je sais pas. Bon, bref. C'est pas très clair. Après, je suis pas sûr que ce soit très important de savoir d'où il parle au final. Mais ouais, ça m'a perturbé. Je paraphrase parce que je parle pas très bien l'insectoïde. C'est très cool tout ça, mais les anomalies sont arrivées au bon moment. Hein. La gardienne, elle contrôlerait pas les sphères par hasard? Bref, le ton monte. L'insectoïde accuse Dolim d'avoir fait commencer la guerre civile en tuant Degra. Ni une ni deux, Dolim ordonne la destruction du vaisseau insectoïde. On a un visuel? Ah ben oui, mais on avait le visuel de l'insectoïde.
qui très étrangement sur cette capture, je n'y ai pas du tout pensé en regardant, mais sur cette capture me fait penser aux méchants dans Oddworld, l'Exode Ah, d'Abe. Ouais. l'Odyssée d'Abe, Rien à oui. voir, hein, pas du tout. C'est pas du tout un insectoïde, mais Non, parce qu'ils ont ouais. Et ils je ont des pense que c'est tentacules le sur fait le d'être devant, dans là. une caméra et très souvent tu les voyais derrière un écran. Mm. Euh, j'aime beaucoup ce passage. Parce que du coup, même les reptiliens, finalement, une fois qu'ils sont face aux preuves que en fait, les créateurs de sphères leur ont menti, euh, bah, finalement, ils acceptent la vérité, quoi, et quelque part, on ne le saura jamais parce qu'il meurt, mais il se range du côté des humains. Et je sais pas, j'aime bien cette idée-là que finalement, bah, sur les 5 espèces Xindi, il y en a 4 qui changent d'avis sur les humains et qui arrivent à se remettre en question, etc. Même si ça a été dur pour les insectoïdes et qu'ils ont eu besoin de beaucoup de preuves. Une fois ils ont eu ce qu'il fallait, ils ont été capables de changer d'avis. Et Ouais. je trouve ça très cool. Et on finit avec la scène numéro 29. À bord de l'Enterprise, Archer et son équipe s'en vont. Après un court adieu à Tucker et T'Pol, chacun trace sa route. C'était pas mal. Ouais, Countdown. Alors j'ai vu un commentaire là sur un des forums qui disait qu'il portait bien son nom parce que ça pulse en fait. Et oui, c'est ça. Ça démarre assez rapidement, hein, comme je disais, les 10 premières scènes vont assez vite et on passe, on active et on va à l'action. Et du coup, on arrive un peu soufflé. Et là, tu vois, quand je repense à l'épisode, je sais plus. À la sortie de l'épisode, après avoir pris mes notes, je savais plus trop ce qui s'était passé. Et là, je vois le début, je vois la fin, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé énormément de choses et qu'il y a eu beaucoup d'actions, mais en fait, il y en a pas eu tant que ça parce que la bataille spatiale n'est pas si longue que ça. Mais ouais, ça a bien déroulé, quoi. Ça a avancé assez rapidement. Ouais, bah on est, on est dans le, enfin, quand on finit l'épisode, on est là, ça y est, la Terre va exploser, c'est foutu. Oui. c'est voilà. Non, il est vraiment efficace. Il y a des scènes qui sont assez, d'un côté, qui sont fortes émotionnellement, qui a conclu des arcs de personnages qui étaient importants et qui étaient bien écrits, qui ont été bien gérés, etc. Je pense pas à Ace et j'ai perdu son nom. Erid, voilà. Enfin, et il y a tout fonctionne bien, je trouve quand même. Même les 2-3 critiques que j'ai eues, à part ça, enfin, Ouais. c'est efficace. C'est un épisode efficace. Et il y a des trucs un peu, bah, comme je disais pour les Xindi insectoïdes, quoi. On est toujours dans aussi la symbolique de finalement les grands méchants qu'il fallait aller massacrer, ils sont peut-être pas si méchants que ça. Peut-être que voilà, on continue Oui. là-dessus encore jusqu'au bout avec les insectoïdes, quoi. Et sur la communication entre genre quand on dit les choses se passent mieux quand on communique. C'est un des thèmes de l'épisode, quoi, qui est pas mis en avant parce que c'est un peu disséminé autour des scènes d'action, mais c'est là, quoi. Ouais. Sean, un dernier mot sur l'épisode. Alors, t'as coupé ton micro. J'allais dire non, j'ai rien à dire, mais après j'allais dire quelque chose. Donc oui, j'ai quelque chose à dire. Non, l'épisode est sympathique. Effectivement, il est affecté par un espèce de syndrome qui n'est ni spécifique à cet épisode-là, ni vraiment spécifique à Enterprise, mais c'est juste que ben là, c'est la raison pour laquelle on parle de cette saison, c'est parce qu'on parle d'épisodes sérialisés, on parle d'une histoire qui se déroule sur une saison au complet.
Donc Mhm. maintenant, beaucoup des séries modernes, on a l'habitude que ça se passe de cette manière-là. Je sais pas si c'est juste moi qui trouve ça, mais j'ai de l'impression que ça devient plus difficile de mieux définir ou de bien définir chaque épisode spécifiquement. On parle plutôt d'histoire ou de déroulement, d'événements, euh, plutôt que de parler de chaque épisode individuellement. Alors que les plus vieux Star Trek, on est vraiment capable de dire telle histoire, c'est tel épisode, etc. Tout à fait. Mais donc là, effectivement, c'est l'un des épisodes que si tu me demandes dans 3-4 mois de décrire exactement ce qui se passe dedans, je pense pas que je serais capable de l'expliquer exactement. Euh, mais est-ce que c'est une critique ou est-ce que c'est un problème? Non. Ça fait juste partie du style puis du genre que c'est, quoi. Notez-le, vous qui nous écoutez ou nous regardez, disons fin juillet de cette année 2024, envoyez un MP à Sean et vous lui dites hey, il se passe quoi dans l'épisode 23 de la saison 3 hein? On va voir. Peut-être que tu te souviendras, peut-être que tu vas aller sur YouTube regarder la vidéo d'une heure Non, et je demie qu'on pense, vient de faire. l'ironie, parce qu'on dit qu'ils ont coupé un petit peu court à ça, effectivement, mais je pense que la chose qui m'a été le plus marquant de tout cet épisode, c'est vraiment Oshi, puis le fait qu'ils ont eu besoin de elle pour, tu sais, hacker, pour traduire, etc. Tu sais. Encore une fois, on parle de traduction, communication, ça s'enligne avec le thème, quoi. Mais voilà. Ok, C'est ça qui me marque le plus, c'est ça qui me plaît le plus. bon. Eh bien écoutez, on se retrouve bientôt pour regarder l'ultime épisode de la saison 3, mais pas l'ultime épisode de l'arc Xindi. Et voilà. Il faut regarder Star Trek Beyond, c'est le dernier film qui parle de Xindi. C'est vrai. Ça parle pas. Ah, remarque, non, si, oui, ça, oui, bon, bref. Il se trompe même. C'est lié. Non, c'est lié. C'est une autre temporalité. C'est bon. On a le droit de faire la guerre avec eux dans celle-là. Allez, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Je sais pas quoi dire d'autre. À plus, à bientôt, Sean. Je suis nul. Au revoir. Je suis désolé. À bientôt, Thierry. À bientôt. Crap-là. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.